Vous devez vous demander ce que je fais ici sur scène. Moi, une biologiste, à venir vous parler de psychologie humaine. Oui, je suis biologiste, je ne suis pas une psy. Et puis l'océan, c'est beau, c'est magnifique, c'est majestueux, alors que la vie, avec ses combats, ses défis, c'est pas toujours aussi resplendissant. Et pourtant, moi, depuis que je suis toute petite, j'ai développé une fascination pour les océans et tout ce qui y vit. Même le plus petit insignifiant petit ver ou le petit plancton, tout pour moi est fascinant. Souvent, la beauté des océans, souvent, c'est né d'un cataclysme. Un atoll, par exemple, vous voyez comment c'est magnifique. Eh bien, un atoll, c'est né d'un cataclysme. Un atoll, à la base, c'est un volcan qui est entré en éruption, qui a coulé au fil du temps, et puis pour lequel il ne reste qu'une toute petite bande de terre et, à l'intérieur, un magnifique récif corallien. Difficile à croire lorsqu'on pense à un volcan dans toute sa rage et dans toute sa puissance, que ça puisse donner quelque chose d'aussi resplendissant qu'un magnifique récif comme ça. Lorsqu'on a vécu la majorité de sa vie les pieds dans l'eau, bien, ça finit par forger le fonctionnement de sa vie au grand complet. Alors, je vous invite à, un peu pour l'espace d'un moment, plonger dans mon univers, celui de la mer, mais celui aussi de mes combats, parce que vous allez voir qu'au final, c'est un peu la même chose. J'ai passé le plus clair de mon temps côté carrière à essayer de trouver des solutions pour sauver les océans, les protéger le plus possible. La beauté du Grand Bleu, ça inspire à ça, faire tout ce qu'on peut pour essayer de les protéger, pour ne rien perdre. J'ai parcouru le monde à voile et en plongée. J'ai vu des écosystèmes les plus froids comme les plus chauds, les plus beaux et les plus fragiles aussi. Et j'ai vu dans tous ces écosystèmes d'incroyables stratégies d'adaptation qui permettaient, tant bien que mal, à la biodiversité et aux écosystèmes de se remettre de perturbations de façon phénoménale. En fait, la nature, c'est comme un catalogue de produits qui aurait bénéficié de 3,8 milliards d'années de R&D, recherche et développement. Alors, considérant ce niveau incroyable d'investissement, ça serait un peu bête de ne pas s'en servir. Et on le fait de plus en plus. Par exemple, les martins-pêcheurs, ils ont cette caractéristique d'avoir un bec très, très développé pour rentrer à très, très grande vitesse dans l'eau. Nous, les humains, on s'en est inspirés pour faire des trains à grande vitesse qui reproduisent très exactement la forme du bec des martins-pêcheurs pour gagner en aérodynamisme. De la même façon, on peut s'inspirer des baleines aussi. Vous voyez ici une baleine à bosse. Eh bien, il y a maintenant une compagnie qui s'appelle Well Power Corporation qui crée des pales d'éoliennes basées sur la forme des nageoires des baleines à bosse qui sont capables de se déplacer de façon très efficace dans l'eau. Et cette forme-là rend encore une fois les éoliennes beaucoup plus aérodynamiques et ça permet d'être plus efficace. Donc, la nature nous inspire sur tous les points. Les requins, comme tous les poissons, vous le savez peut-être, ont des écailles. Mais la particularité de cette espèce-là, c'est que c'est des écailles qui sont tellement petites qui se sont adaptées à devenir très hydrodynamiques et réduire la friction le plus possible. Donc, ça permet aux requins de nager plus vite. Nous, les humains, on s'en est par la suite inspirés pour créer des maillots de bain ultra performants pour les nageurs olympiques. Tellement performants qu'en 2008, le comité olympique a décidé de les bannir de la réglementation. C'était trop efficace. Le grand écologiste Jean-Baptiste Lamarck a dit « La nature possède les moyens et les facultés qui sont nécessaires pour produire elle-même ce que nous admirons en elle. Ce qu'on admire du Grand Bleu, la biodiversité marine, c'est la même chose. Il ne faut pas la protéger, seulement pour l'avenir de notre planète. Il faut la protéger parce qu'en elle, on peut peut-être trouver l'inspiration à des problèmes environnementaux, mais aussi humains. » Une des stratégies utilisées en écologie de la conservation, c'est de cibler l'espèce clé de l'écosystème et de protéger celle-là. Évidemment, si on était Dieu ou Noé, on protégerait tout le monde, mais faute de moyens, souvent, on va cibler l'espèce qui, en la protégeant, va permettre d'avoir le meilleur impact sur l'ensemble de l'écosystème. Dans le Pacifique, cette espèce-là, c'est la loutre de mer. Donc, la loutre, c'est l'espèce clé de l'écosystème parce qu'elle mange des oursins. Et ces oursins-là,
sont des grands végétariens qui mangent des algues, plus particulièrement des forêts de laminaires qui se trouvent un peu partout sur la côte dans le Pacifique. Ces forêts-là sont le refuge et une pouponnière pour une panoplie de poissons et d'autres espèces marines. Donc, c'est vraiment un écosystème très, très riche. Si on perd les loutres, bien, on aurait des oursins sans prédateurs qui brouteraient toutes les forêts de laminaires et donc on perdrait un peu plus de tout le reste. C'est pour ça que c'est l'espèce clé dans l'écosystème. Ce n'est pas toujours les bébites les plus attrayantes qui ont cette capacité-là d'être l'espèce clé. Je vous présente maintenant Sabellaria alveolata. Vous serez d'accord avec moi pour comprendre que ce n'est pas l'espèce la plus attrayante du règne animal. Ce n'est pas non plus la première à laquelle on pense lorsqu'on pense à la beauté des océans. Et pourtant, ce petit ver-là, qui fait à peu près 2 ou 3 mm, est super important parce qu'il crée des tubes, un peu comme des essaims d'abeilles, et ces tubes-là deviennent encore une fois le refuge et l'habitat pour des poissons, des petits poissons et des plus grands poissons qui vont y trouver leur nourriture. Donc, plus de vers, plus de récifs, et donc plus de ce fabuleux écosystème, comme par exemple, ici, vous avez la mer d'Iroise qui est bâtie sur un écosystème avec ses alvéoles comme ça. Dans la vie, c'est la même chose. On a tous des moments de notre vie qu'on croit inutiles ou très, très, très désagréables. On a toutes ces petites bébites laides-là qu'on pense servir à rien. Et de la même façon, on a aussi nos loutres, les gens ou les événements qui nous assurent notre équilibre. Mes loutres à moi, ce sont mes filles, celles qui me permettent de vouloir changer le monde pour leur léguer un monde meilleur, celles qui me permettent aussi de me relever en me disant « tu n'as pas le droit de t'effondrer lorsque quelque chose ne va pas aussi bien ». Ma passion pour les océans, ma volonté de les protéger, ça n'arrive pas loin derrière. Est-ce qu'on peut s'inspirer de la nature pour nos propres défis personnels? On l'a vu, on peut s'inspirer de la nature en mécanique, en architecture. Est-ce qu'on peut le faire au sens humain aussi? La nature n'a pas vraiment de sentiments, mais par contre, on voit parfois des stratégies d'adaptation, des stratégies de survie qui pourraient ressembler à de l'entraide ou de la coopération ou des valeurs humaines que nous, on a dans la société. En 2012, j'ai été appelée à intervenir sur un cas assez particulier, 12 épaulards dans le nord du Québec qui étaient pris dans la glace et qui se partageaient un trou d'à peine quelques mètres, un peu plus que mon petit cercle rouge ici, et qui remontaient respirer à la surface. On aurait pu croire que pour assurer leur survie, la meilleure stratégie, ce serait de se battre pour l'espace et puis d'essayer de respirer le plus souvent possible. Mais pourtant, les orques, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils montaient respirer à tour de rôle, sacrifiant ainsi un peu de leur bien-être personnel pour le bien-être collectif. Je pense que l'altruisme et la coopération au sens humain, c'est un peu la même chose. La biodiversité des océans, c'est une richesse phénoménale. On n'a pas idée de tout ce qu'elle peut nous apporter, tant en termes d'inspiration qu'en termes de structure dans les écosystèmes. La biodiversité, c'est super important parce que ça rend les écosystèmes plus forts et plus résilients. Qu'est-ce que c'est la résilience? La résilience en écologie, c'est la capacité qu'ont certains écosystèmes, certains habitats, des espèces ou des populations à revenir, à retrouver leur équilibre après une perturbation ou un cataclysme. Maintenant, je vous amène en plein cœur du Pacifique. Souvent, le beau de la nature ou le beau des océans est né des cataclysmes. Je vous amène dans l'atoll de Bikini, en plein cœur du Pacifique, un atoll formidable, mais qui a subi dans les années 40 et 50 des bombardements nucléaires, des essais nucléaires militaires, les uns après les autres. Donc, ce magnifique écosystème, dans les années 40 et 50, ça ressemblait plus à ça. Donc, pendant des années, on a largué des bombes nucléaires. Pendant des années, on a complètement détruit la beauté de cet écosystème. Et qu'en est-il maintenant? Bien, pendant des années aussi, on ne pouvait pas se rendre sur Bikini Atoll parce que le taux de radiation était beaucoup trop élevé et c'était un véritable Tchernobyl sous-marin. Personne ne pouvait s'y rendre là. Jusqu'à quelques mois où une équipe de collègues scientifiques ont monté bénévolement une importante mission de conservation commandée par le gouvernement Obama. Et puis, près de 60 ans plus tard, 60 ans après les derniers bombardements qui ont eu lieu en 1958, incroyable mais vrai, je vous montre maintenant des photos exclusives qui m'ont été fournies par mes collègues. Bikini Atoll, maintenant, c'est comme ça. Comme ça aussi.
Donc, c'est incroyable de voir qu'un écosystème, un atoll, un écosystème qui est né d'un cataclysme comme un volcan, a réussi à acquérir au fil du temps des caractéristiques qui lui permettent de se remettre d'une bombe atomique. C'est quand même assez incroyable. Ce qui est incroyable aussi, c'est que, bon, j'ai passé le plus clair de mon temps dans ma carrière à étudier cette résilience-là. On voit que la résilience existe dans les océans. Mais qu'en est-il de notre résilience humaine? Il y a quelques mois, la vie m'a envoyé un clin d'œil troublant de ressemblance avec mon sujet de recherche. Le cataclysme avec lequel j'ai eu à faire face, c'est celui-là. Mon cataclysme à moi s'appelle hémangioblastome. C'est une tumeur au cerveau de la taille d'une clémentine environ. Et comme si c'était pas assez, c'est le 22 avril, le jour de la Terre, qu'on m'a découvert cette surprise dans la tête. Comme s'il fallait que je me rappelle de m'inspirer de la nature pour m'en sortir. Et puis, est-ce que je m'en suis sortie? Bien, 7 mois plus tard, hier, je peux vous dire que oui, ça va très bien. Et puis, je m'en suis sortie comment? Comment j'ai puisé cette résilience-là pour m'en sortir? J'ai puisé cette résilience-là dans tous les autres événements de ma vie, tous les échecs, toutes les fois où je me suis relevée, où j'ai eu à être forte, où j'ai eu à faire preuve justement de résilience. Je me suis rappelée du rôle de la biodiversité dans les écosystèmes, de toutes ces petites bébites laides qui ont l'air de rien, mais qu'au final sont super importantes. Puis je me suis dit, si les petites bébites laides sont importantes, celle-là, ça va vraiment être important dans ma vie. Je l'ai pris comme un cadeau. 7 mois après un hémangioblastome, merci. Et le pouvoir de cette pensée, puis je ne veux pas dire pensée magique, mais le pouvoir de cette pensée-là, c'est que déjà 1 mois plus tard, j'étais au sommet d'une montagne en Gaspésie, et puis j'étais complètement remis de ce cataclysme. Est-ce que je m'en suis sortie? Maintenant, oui, je peux dire oui. En écologie, on explique la résilience par 3 grands phénomènes. Premièrement, la résistance ou la capacité de rester debout avant de se faire écraser par le cataclysme. La persistance ou la capacité de subir le cataclysme ou la perturbation. Et finalement, la résilience ou le temps qu'on prend à se remettre ou à retrouver notre équilibre après une perturbation. En psychologie humaine, quel parallèle on peut faire avec la psychologie humaine? Comment on trouve cette résilience-là pour passer au travers de cataclysmes? Bien, premièrement, en faisant preuve de flexibilité, en oubliant ce concept de ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est négatif, ce qui est positif, et en ne focusant que sur ce qui est positif, parce qu'il y a toujours un côté positif à tout. En utilisant aussi ses forces. Comme la biodiversité dans l'écosystème, on a tous la capacité et la force de surmonter les pires cataclysmes. Il suffit d'aller le puiser en nous. Et finalement, en faisant preuve d'une attitude d'acceptation. Lorsqu'on m'a annoncé le 22 avril que j'avais cette surprise dans ma tête, en fait, au lieu de m'écraser, j'ai juste fait « ben c'est comme ça ». Ma rage, ma colère ma rage ou ma colère n'aurait rien changé au processus et ça ne m'aurait pas aidé à guérir plus vite. J'encaissais, j'acceptais et j'allais puiser dans ce profond bouleversement la force dont j'avais besoin pour passer au travers. Dans la vie, l'adversité, les nouvelles négatives, c'est un peu comme des vagues. On peut les laisser nous rentrer dedans, nous écraser, nous mettre à terre, ou on peut aussi décider de surfer dessus. Il n'en tient qu'à nous de faire le bon choix, on peut vraiment faire les deux. Mon cataclysme, à moi, je le souhaite à personne, évidemment, mais si j'avais la chance d'avoir une baguette magique puis retourner dans le temps, je ne changerais pas une seconde de ce qui m'est arrivé. Je ne changerais vraiment pas une seconde. C'est un merveilleux cadeau que j'ai reçu. Ça a fait de moi une personne plus forte. Ça a fait de moi une personne meilleure. Et ça a aussi sauvé énormément de temps et de frais de consultation avec mon psy. J'en suis très contente. 7 mois après un hémangioblastome, je suis vivante, mais je suis aussi grandie. Donc, on a tous nos cataclysmes. On a tous des moments de la vie ou des échecs dont on se passerait bien, des échecs dont on croit qu'ils n'ont servi à rien. Mais en fait, on est des atolls. On est des atolls, c'est une série de cataclysmes qui font les personnes que l'on devient.
On est des atolls avec ces poissons, ces baleines, ces requins, puis ces petites bébites laides aussi. C'est cette biodiversité interne, ces événements de vie qui nous permettent d'évoluer et de devenir plus forts. Alors, la prochaine fois que vous aurez à faire face à une nouvelle désagréable, à quelque chose d'insécurisant, à quelque chose la prochaine fois que vous vous sentirez bien petit devant quelque chose de très, très, très imposant, rappelez-vous que c'est peut-être le cadeau qui vous permettra de devenir plus grand. Alors, à toute cette adversité, à toutes nos victoires, mais aussi nos échecs, à toute cette adversité qui module notre vie, je crois sincèrement qu'il faut dire merci. Merci.